Entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Spécialité. On a marché sur la Lune. Les complots doivent-ils se faire soigner? Vous avez compris, un spécial énervé. Oui, je suis très énervé car j'ai visionné cette vidéo de Jamy. Vous le reconnaissez, Jamy? Le vieux bouc de C'est pas sorcier. Je sais, hein, je n'aurais pas dû. À chaque fois que je visionne ce genre de documentaire, j'ai des remontées acides, des palpitations cardiaques. Il faut dire qu'il n'y va pas par quatre chemins, le Jamy. Il nous sort toute l'artillerie lyrique, l'hyperbole. C'est la plus grande prouesse de l'histoire orchestrée par le gouvernement américain. Oui, oui, dixit Jamy. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien, oui, vous mettre au garde à vous. Et comme cela ne suffisait pas, je me suis aussi tapé ceci. La Mahé, c'est impossible d'aller sur la Lune. Une critique des complots. Et de nouveau, hein, pendant le visionnage, palpitations et remontée acide. La Mahé commence sa vidéo par brailler «C'est le plus grand exploit de l'histoire». Mahé et Jamy, ils travaillent de concert parce que les images de l'exploit. Mais qu'admire-t-il exactement? Est-ce ce saut de l'échelle? Le planter du drapeau? Ont-ils conscience de la signification de ce geste en 1969? Il ne faudrait pas que le drapeau lunaire cache l'histoire moins glorieuse des USA à cette période. Voilà un autre cliché. Oui, oui, c'est la vraie photographie d'Armstrong sur la Lune. Non, je plaisante, c'est un gag. Oui, vous apercevez la Lune. Mais je sens que cet humour n'est pas vraiment partagé, que la colère monte, des palpitations. Chacun son tour. Quant à Jamy, que voulez-vous? Il voit rouge. C'est un complot! Ça y est, nous y sommes. Jamy qui se lance dans une vaste opération de psychiatrisation. Tous ceux qui remettent en cause que l'homme a posé le pied sur la Lune sont des esprits fragiles dominés par le biais de confirmation. C'est intéressant parce que j'en ai parlé la semaine dernière avec Antoine. C'est donc chercher des éléments qui confirment et ignorer les informations contradictoires. Les biais sont issus des sciences comportementales, c'est du behaviorisme. C'est très intéressant, mais c'est également très très réducteur. L'homme est bien plus complexe. Et notez un point intéressant, ces biais sont utilisés aujourd'hui par nos élites, les oins, comme l'écrit Thomas Sowell, grand penseur américain, pour remettre en cause l'idéal démocratique. Vous comprenez? D'un côté, il y a ceux qui savent surmonter leur biais de confirmation, les sachants, les Jamy, les Emmanuel Macron. Et puis de l'autre, il y a les pauvres gueux que nous sommes. Nous sommes victimes de nos biais de confirmation. Et dans leur logique, il faudrait peut-être supprimer la liberté d'expression. Nous pensons si mal. Et supprimer dans la foulée les réseaux sociaux. Parce que vous en doutez que Jamy accuse les réseaux sociaux d'être à l'origine de toutes ces théories du complot. Jamy, scientifique de la Pravda. Vous voyez, je pense, où je veux en venir. Tourner une vidéo sur Armstrong et Apollo 11, c'est célébrer un exploit US. On y reviendra. Psychiatriser tous les dissidents de la pensée unique via les biais de confirmation. Ces biais de confirmation, ça fait chic et ça fait même scientifique. Et finir par accuser ces maudits réseaux sociaux. Vous avez à peu près le même schéma dans cette vidéo de la Mahé. Il me semble donc que traiter du sujet d'Apollo 11 est le prétexte pour véhiculer la pensée dominante. Vous voulez que je vous dise? Comment non? Mais si, tout journaliste qui use du terme complotiste pour discréditer une thèse est un journaliste aux ordres, un propagandiste, un attaché de presse du pouvoir, un lécheur. Bon, vous avez compris, ce n'est pas quelqu'un de crédible. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cet entretien. Comme dirait quelqu'un de célèbre, mais allons-y! Allons-y, quoi. Je dis aux Français, allons-y, quoi. C'est franchement, s'il faut.
La définition du complotisme. Le complotisme désigne la tendance à expliquer des événements historiques, sociaux ou politiques par l'action secrète et malveillante d'un groupe caché. Il rejette la version officielle des faits pour imposer l'idée d'une manipulation générale. Attendez là, il n'y a pas quelque chose qui cloche dans cette définition? Si, je pense que vous avez trouvé la notion de version officielle. Par essence, elle est toujours fausse. Et je laisse de côté l'aspect philosophique de la notion de vérité. Pour éviter les tromperies et les mensonges de nos dirigeants, il y a deux catégories principales qui remettent en cause la version officielle, les historiens et les journalistes. En démocratie, quand on appartient à ces deux catégories, on doit être d'un scepticisme féroce. On a appris cela dans nos études. Et oui, parce que sans ce scepticisme, c'est le ministère de la vérité que nous connaissons dans les systèmes totalitaires. Le souci de la définition, ce sont les groupes cachés. Ça fait très exagéré, ça fait complot dans les caves. Les groupes cachés, c'est le piège donc de la définition du complotisme. C'est une exagération pour discréditer toutes les critiques. Et en plus, ces groupes sont rarement cachés dans l'histoire, les bolcheviks, les fascistes, les révolutionnaires. Et puis, nos dirigeants vont un petit peu comploter pour conserver le pouvoir, avec de gros budgets de communication. Ils vont utiliser des narratifs, des campagnes d'information et de désinformation, de manipulation, d'instrumentalisation, de nudge. Et en plus, ils ont les médias avec eux, la concentration des médias pour conserver le pouvoir. Nos médias et nos dirigeants essaient de mettre en place cette équation critique et scepticisme égale complotisme. Mais nous avons étudié l'histoire, nous voyons qu'il y a des groupes, en effet, de révolutionnaires qui complotent pour prendre le pouvoir, mais il y a également le groupe 2, ceux qui dirigent, qui manipulent les médias, le peuple, pour conserver le pouvoir et surtout refuser l'alternance politique. Nous en avons une très belle illustration en ce moment en France. Mais revenons à Jamy et Apollo 11. Il faut commencer par rappeler que la conquête spatiale s'inscrit dans un contexte historique, la guerre froide, la rivalité entre les USA et l'URSS, le fameux prestige technologique. Mais ce ne sont pas les Russes qui ont critiqué Apollo 11, mais bien le peuple américain, et majoritairement. Comment cela se fait-il? Voyons voir. Parce qu'il y a un sous-contexte. Apollo 11 est une étape dans un processus de l'histoire US qui a commencé avec l'assassinat de Kennedy. Le 29 novembre 1963, à Dallas, Kennedy est abattu. Cet assassinat va populariser la théorie du complot. Le premier en avoir abondamment parlé, c'est le philosophe Karl Popper. Dans son ouvrage La société ouverte et ses ennemis 1945, le philosophe Karl Popper critique la théorie complotiste de la société. Il affirme qu'expliquer un phénomène social par le complot secret de groupes puissants est une vision simpliste et fausse, car la vie sociale produit des résultats non voulus. Attention, Karl Popper est un immense philosophe et on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Et oui, il y a eu des contresens, notamment de ces groupes de pseudo-journalistes, les fact-checkers comme Rudi Reichstadt, au cœur du complot. Ils ne savent que brailler un mot, complotisme, complotisme et complotisme. C'est le bâton du pouvoir. Vous doutez que Karl Popper n'a pas cette pensée manichéenne bébête. Le voici, Karl Popper. Donc, selon l'immense philosophe allemand, il n'y a pas une cause unique à un événement social et historique. C'est multifactoriel. Il prend l'exemple de la Révolution française. Dans les manuels du XIXe siècle, on avait tendance à affirmer que la Révolution était due à l'activisme de groupes révolutionnaires maçonniques. Popper ajoute d'autres phénomènes comme la faiblesse du pouvoir royal, le prix du grain, la colère des officiers royaux, etc. Pour nos fact-checkers, leur déduction, c'est que l'activisme des groupes révolutionnaires n'a jamais existé. En parler, c'est du complotisme. Contresens, contresens et contresens. Du complotisme à l'envers.
D'ailleurs, mes professeurs à la Sorbonne expliquaient que lorsqu'il y avait un incendie, on pouvait toujours donner, multifactoriel, des facteurs, hein, la sécheresse, les bois qui ne sont pas débroussaillés, le manque de moyens. Mais pourquoi l'incendie se développe à cet endroit-là? Eh bien, c'est qu'il y a des pyromanes. Il y a des phénomènes qui sont plus décisifs que d'autres. Il ne faut pas oublier la hiérarchisation. Mais revenons dans les années 60 avec l'attentat de Kennedy. De nombreux Américains se posaient la question, qui sont les responsables? Et voilà que la CIA émet un drôle d'avis. Émis en avril 1967, ce mémo de la Central Intelligence Agency visait à répondre aux doutes croissants sur l'enquête concernant la mort de John Fitzgerald Kennedy. Il conseillait aux agents d'utiliser des contacts médiatiques pour réfuter les critiques. L'objectif était de peindre les contestataires comme des personnes biaisées ou obsédées en leur appliquant le label péjoratif de théoriciens du complot. J'ai bien lu ce que j'ai lu, mais là, j'ai envie de féliciter notre ami Jamy. Bravo! Dès 67, la CIA parlait de biais. Et en 2026, tu reprends le système qui a été mis en place pour discréditer ceux qui se posaient des questions sur l'assassinat de Kennedy. Bravo Jamy, bravo à Rudi Reichstadt. Bravo les gars, vous êtes de bons petits soldats du pouvoir. Et ceux qui se posaient des questions sur l'assassinat de Kennedy, avaient-ils tort? Eh bien non, au vu des révélations qui apparaissent au XXIe siècle. Un très bon documentaire sur la mort de Kennedy, notamment des médecins urgentistes. Ce documentaire donne la parole aux 7 médecins urgentistes du Parkland Memorial Hospital de Dallas qui ont tenté de réanimer John Kennedy le 22 novembre 1963. Le constat médical, les médecins affirment de manière unanime que la petite blessure à la gorge du président était une blessure d'entrée et que le trou à l'arrière de son crâne était une blessure de sortie. La conclusion du deuxième tueur, pour que la balle soit entrée par l'avant, le tir devait obligatoirement provenir d'en face du cortège, la célèbre colline herbeuse ou Grassy Knoll, impliquant ainsi un deuxième tireur. La manipulation de l'autopsie. Les médecins soulignent que le rapport officiel de l'autopsie, réalisé plus tard à l'hôpital militaire de Bethesda, contredit totalement ce qu'ils ont observé à Dallas. Le film explore la théorie selon laquelle le corps ou les blessures auraient été altérés pendant le transport vers Washington pour masquer l'existence de ce second tireur. Quant au tireur officiel, la CIA a toujours dénié le fait qu'il le connaissait. Assassinat de Kennedy, un document déclassifié prouve qu'un agent de la CIA connaissait le tueur, Lee Harvey Oswald. Pendant des années, la version officielle expliquait que la CIA ne connaissait pas Oswald et qu'il n'y avait pas un second tireur. Ceux qui affirmaient ce genre de choses étaient des complotistes. Et pan sur le museau. La version officielle ne colle jamais avec la réalité historique. Deuxième assassinat. Vous reconnaissez le pasteur Martin Luther King. Plusieurs journalistes, auteurs et chercheurs ont avancé ou soutenu l'hypothèse d'une implication directe ou indirecte du FBI dans l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968 à Memphis. William F. Pepper, par exemple, c'est le principal promoteur de cette thèse. Il a représenté James Earl Ray, puis la famille King. Dans ses livres, il affirme que Ray était un bouc émissaire et que l'assassinat résultait d'une conspiration impliquant le FBI, ouvert et son adjoint Clyde Tolson, la police de Memphis, l'armée américaine, la CIA et la mafia. Il s'appuie notamment sur le procès civil de 1999 à Memphis, où le jury a conclu à une conspiration. La famille King a soutenu ces conclusions. D'autres historiens et journalistes défendent cette thèse, mais selon la version officielle, c'est une théorie du complot. Vous êtes bien assis? Vous connaissez ce personnage diabolique, J. Edgar Hoover, directeur du FBI? Car la mort de Martin Luther King prend un autre relief lorsqu'on connaît le COINTELPRO pour
Counterintelligence Programme. C'était un programme clandestin et illégal mené par le FBI entre 1956 et 1971, dirigé par J. Edgar Hoover. Son but était de surveiller, infiltrer, discréditer et neutraliser les organisations politiques jugées subversives ou radicales aux États-Unis, mais totalement démocratiques. Le FBI a ciblé des mouvements contestant l'ordre établi et les politiques gouvernementales, les mouvements pour les droits civiques et des personnalités comme Martin Luther King. Les organisations de défense des Afro-Américains, notamment les Black Panther Party, les groupes opposés à la guerre du Vietnam, la Nouvelle Gauche. Les méthodes utilisées. Le programme recourait à des méthodes extra-légales pour détruire les réputations et briser les mouvements de l'intérieur. Infiltration et provocation par des agents doubles ou des informateurs. Envoi de fausses lettres anonymes et diffusion de rumeurs pour semer la division et la violence. Cambriolages illégaux, écoutes téléphoniques et perquisitions sans mandat. Harcèlement psychologique et judiciaire des militants et de leurs familles. L'existence officielle du COINTELPRO a ensuite été mise en lumière par la commission d'enquête sénatoriale menée par le sénateur Frank Church en 1975. Ce que je viens de vous lire est gentillé, certainement par rapport à la réalité. Pensez, c'est la version officielle. Allons un petit peu plus loin. Hoover, ce fameux Edgar Hoover, le tout-puissant directeur du FBI de 1924 à 1972, aurait fait l'objet d'un chantage de la part de la mafia. Selon plusieurs biographes et historiens, le crime organisé détenait des dossiers compromettants sur sa vie privée, notamment sur son homosexualité supposée et ses penchants. Les origines du chantage mafieux. Dossier secret, la pègre aurait amassé des photos et des preuves concernant la vie intime de Hoover. Équilibre de la terreur, une forme de statu quo tacite se serait installée entre le patron du FBI et les parrains de la pègre. Tactique inversée, la mafia a utilisé contre Hoover l'arme du chantage qu'il maniait lui-même à grande échelle. Les conséquences sur la lutte anti-criminalité. Tolérance relative, Hoover a longtemps nié ou minimisé l'existence même d'un syndicat national du crime organisé. La Cosa Nostra, priorité détournée, le FBI a concentré massivement ses ressources sur la menace communiste plutôt que sur les réseaux mafieux et sur les opposants comme Martin Luther King. Impunité partielle, les grands parrains ont pu opérer et développer leurs affaires avec une quiétude relative face aux forces fédérales. Le bilan des années Hoover, les forces de l'ordre ont été bien passives face au trafic de stupéfiants. À la fin des années 60, il y a une explosion des dealers et des camés dans les ghettos américains. Certains complots, mais ce sont des complots, ont affirmé que c'était voulu par Hoover. Quand on se pique, on ne milite pas pour les droits civiques. Pour la communauté afro-américaine, c'est le drame. Les communautés afro-américaines elles-mêmes, résidents, pasteurs, leaders de la classe moyenne, se sont plaintes du manque d'action et ont parfois demandé une répression plus dure contre les dealers et les toxicos, car la criminalité liée aux stupéfiants touchait durement les habitants respectables. Vous me dites, pardon, que je m'éloigne du sujet de On a marché sur la Lune? Alors là, pas le moins du monde. Nous sommes les pieds dedans. Nous sommes dans les années 60. Et il faut donc bien présenter le sous-contexte. Et il manque évidemment quelque chose. La guerre au Vietnam. L'utilisation de l'agent orange et puis le napalm par l'armée des États-Unis pendant la guerre du Vietnam constitue l'une des plus graves catastrophes sanitaires et environnementales du XXe siècle. Entre 1961 et 1971, dans le cadre de l'opération Ranch Hand, les forces américaines ont déversé près de 80 millions de litres d'herbicides chimiques sur le pays, dont plus de 60% étaient de l'agent orange. Ce produit contenait de la dioxine TCDD, l'un des polluants organiques les plus toxiques jamais créés, dont les effets dévastateurs touchent encore aujourd'hui la population vietnamienne. On estime qu'entre 2,1 et 4,8 millions de Vietnamiens ont été directement exposés à ces pulvérisations. La dioxine est un poison qui ne s'élimine pas facilement et s'accumule dans la chaîne alimentaire. Maladies chroniques, explosion des taux de cancer, du foie, des poumons, de la prostate, de diabète de type 2 et de graves troubles neurologiques et immunitaires chez les survivants.
Malformation congénitale, les bébés nés dans les zones contaminées souffrent de malformations physiques effroyables, d'absence de membres, de cécité ou de retards mentaux sévères. Il n'y a pas à dire, hein. Elles sont sympas, ces élites américaines des années 60, hein, les Johnson, les Hoover, les Nixon. Faudrait pas non plus oublier Henry Kissinger. Que des gars bien. Et surtout, si vous remettez en cause leur version officielle, vous êtes des complots possédés par des biais de confirmation. Des déplorables en somme. Mais ce qu'il y a de bien dans le peuple américain, c'est que la riposte s'est organisée contre ces affreux. Des manifestations géantes contre leur tyrannie. Dans les campus universitaires, on manifeste contre ces crimes de guerre. La révolte étudiante, les campus universitaires comme Berkeley ou Columbia sont devenus des foyers de résistance. Les jeunes organisaient des teach-in débats publics et brûlaient publiquement leurs ordres de mobilisation pour refuser de partir au front. Des rassemblements géants. En octobre 1967, la célèbre marche sur le Pentagone rassemble plus de 75 000 personnes aux portes du pouvoir militaire. En avril 67, tiens, Martin Luther King prend la tête d'une marche historique de 400 000 personnes à New York, dénonçant l'immoralité de cette guerre. En novembre 1969, le moratoire pour la fin de la guerre réunit plus de 500 000 manifestants à Washington, la plus grande manifestation anti-guerre de l'histoire du pays à l'époque. Et pour la première fois, la guerre s'invitait dans les salons. Les images quotidiennes de villages vietnamiens brûlés au napalm et de civils mutilés ont provoqué un choc moral profond et un dégoût généralisé au sein de la population américaine. Ça y est, j'entends des voix me dire que c'est très éloigné de Apollon 11. Eh bien, pas le moins du monde, on a les pieds dedans. Après l'incendie d'Apollon 1, en janvier 1967, certains sénateurs et membres du Congrès ont fortement critiqué le programme et demandé soit un arrêt, soit une mise en cause profonde. La population américaine commençait à manifester. Certains membres du Congrès ont même évoqué l'idée de fermer purement et simplement le programme spatial habité, jugeant qu'il y avait trop de négligence, de gaspillage et de risques inutiles. Mais le président Johnson puis Nixon continue le programme. Les raisons, c'est ce qu'on appelle une énorme opération de com. Regardez la Lune et cessez de voir les crimes de guerre, les finances qui sont à l'os, la répression des mouvements des droits civiques. Au fait, ça va toujours, Jamy? Eh oui, Nixon a très habilement transformé en instrument de relations publiques et de soft power, non politiquement correct pour propagande, pour tenter de redonner du prestige à l'Amérique à une époque de révolte et de barbouzerie. C'est l'un des exemples les plus réussis d'utilisation politique d'un succès scientifique et technologique. Le coût total de cette opération de communication, 25 milliards de dollars de l'époque. Cela représente 309 milliards de nos dollars actuels. Coût de la guerre du Vietnam, 168 milliards de dollars de l'époque, plus de 1000 milliards d'aujourd'hui. Conséquence, déficit budgétaire important, le déficit a atteint 25 milliards de dollars en 1968. Inflation forte et durable. L'inflation, très faible au début des années 1960, 1 à 2%, a commencé à monter dès 1965-1966 pour atteindre 4-6% à la fin de la décennie. Cela a posé les bases de la grande inflation des années 70 avec des pics à deux chiffres. Et ça va mettre à mort le système de Bretton Woods en 1971. L'inflation américaine a rendu le dollar surévalué par rapport à l'or, fixé à 35 dollars once. Les sorties d'or se sont multipliées. Et cela va entraîner le choc pétrolier de 1973. Oui, le choc monétaire a préparé et amplifié le choc pétrolier de 1973. Les programmes de la guerre contre la pauvreté ont été les plus touchés. Ils ont été sous-financés par rapport aux ambitions initiales, ralenties et plus tard, sous Nixon, parfaitement démantelés ou transférés. Petit clin d'œil cinématographique, le film Fly Me to the Moon avec Scarlett Johansson montre dans la première partie l'aspect relations publiques. La seconde partie, c'est mélo, c'est insupportable. À voir donc pour la première partie.
Et ceux qui donnent des crises lyriques à Jamy en nous expliquant que c'est le plus grand exploit de l'histoire humaine n'est pas tout à fait partagé par les Américains des années 70. Le coup d'Apollo a bien suscité des manifestations et une opposition importante, surtout de la part des militants des droits civiques et des défenseurs des pauvres. Le 15 juillet 69, la veille du lancement d'Apollo 11, le révérend Ralph Abernathy, successeur de Martin Luther King, à la tête de la Southern Christian Leadership Conference, a organisé une manifestation devant le Kennedy Space Center en Floride. Si nous pouvons dépenser 100 dollars pour 1 kilomètre pour envoyer 3 hommes sur la Lune, ne pouvons-nous pas, pour l'amour de Dieu, nourrir nos affamés? Les sondages d'opinion montraient régulièrement qu'une majorité d'Américains pensaient qu'Apollon ne valait pas son coup. C'est d'ailleurs la raison de l'arrêt programme d'Apollo en 1972. Cela coûte cher d'aller gambader sur la Lune. C'est la raison pour laquelle, vous avez compris, les programmes ont été arrêtés. Et en plus, il n'y a pas de réel intérêt scientifique. Ah, j'allais oublier, Nixon et le Watergate. Si on résume, assassinat de Kennedy, assassinat du pasteur Martin Luther King, ouvert et la mafia, ouvert et le programme Cointel-Pro, la guerre sale au Vietnam, les crimes de guerre, les manifestations contre la guerre, contre la répression, notamment des droits civiques, eh bien, la guerre du Vietnam plus la conquête spatiale vont mettre fin aux accords de Bretton Woods qui vont engendrer le choc pétrolier de 1973. Et certains nous vendent le programme spatial comme une épopée exceptionnelle, historique, alors que ce n'est qu'un cache-misère. Que l'on puisse présenter l'aventure Apollo 11 hors de son cadre historique me semble ni plus ni moins ahurissant. D'ailleurs, des images très rares de Jamy subissant un entraînement MK Ultra pour traquer les complots. Oui, chef! Oui, chef! Il faut dire également que les États-Unis sont sortis traumatisés de cette guerre du Vietnam. Cela a donné toute une série de films et on se rappelle bien évidemment Rambo. Rambo. I make my own luck. Traumatisme du Vietnam. Allez, pour finir, la question que tout le monde se pose. Est-ce que les hommes ont bien marché sur la Lune? Je vais vous dire, je m'en moque complètement. Ce n'est pas de mon domaine, de mon rayon, je ne suis pas un scientifique. Et surtout, je ne veux pas me laisser enfermer dans ce piège-là. Juste réfléchissons. Ce qui est dingue, c'est que des dirigeants américains ont dépensé plus de 300 milliards en pleine guerre du Vietnam pour une opération de com, de prestige, risquer la vie de leurs astronautes dans des boîtes de conserve pour aller gambader sur la Lune. C'est ça qui paraît complètement fou. Et imaginons un instant si cela a raté comme Apollon 1. Une catastrophe budgétaire doublée d'une catastrophe communicationnelle. Il faut savoir que Nixon possédait un texte en cas d'échec. Pouvait-il prendre ce risque? Avait-il un plan B? Quand on connaît les dingues de cette époque, je pense qu'on a la réponse. Alors, comme Tintin, oui, on a marché sur la Lune. Et il ne faudrait pas oublier que le premier à marcher sur la Lune, c'est un Français, oui oui, Cyrano de Bergerac, en 1650. Cyrano de Bergerac, Voyage dans la Lune et histoire comique des États et empires du Soleil. Voyez, ce n'est pas sorcier, il ne faut pas se laisser impressionner par des scientifiques de cours ou des historiens de salon qui ne sont là que pour renforcer les versions officielles. Quant à leurs sortilèges et leurs gris-gris, ce sont toujours les mêmes, hein, les biais, la psychiatrisation. Ils utilisent ce qui a été lancé par des agents de la CIA dans les années 60. D'ailleurs, pourquoi n'ont-ils que le mot complot à la bouche? Bah, pour justifier la censure. De Jamy Le Bouc à Tondelier la Pastèque, il n'y a qu'un pas. Marine Tondelier. En matière d'ingérence étrangère, l'algorithme de X est un danger sous-estimé. Cette plateforme est au service d'Elon Musk, qui clame son souhait de voir gagner le Rassemblement national. Menacer X
d'une interdiction est nécessaire. C'est dans l'aberration. L'algorithme de recommandation For You de X est open source et public. Tout utilisateur peut le désactiver en un clic. La Commission européenne a accepté le plan de conformité DSA de X le 15 juillet 2026. Fermer, fermer, fermer. Interdire, interdire, interdire. Censurer, censurer, censurer. L'arme des abrutis et des fascistes. Et puis n'oubliez pas qu'il y a un complotisme d'État. C'est le plus dangereux. Allez, avec cette blague du Gorafi, une campagne de désinformation russe assure que Gabriel Attal est apprécié des Français. Le Gorafi, oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je reprends mes entretiens sur l'information. À bientôt, au revoir.